Peu de gens en parlent, mais si Charles III est bien moins populaire qu'Élisabeth II, ce n'est pas pour les raisons que vous croyez. Charles a toujours été raillé pour son côté artiste, idéaliste, jugé pour son côté introverti, discret, ce qui selon l'opinion publique devrait juste faire de lui un roi de transition. Mais si l'opinion se trompait totalement. Car Charles III est bien plus que ce que la presse fait de lui. Et si vous en doutez fortement, c'est parce que beaucoup de choses sur lui ne vous ont pas été dites. Car l'impopularité de Charles III est le reflet de quelque chose d'encore inavouable au XXIe siècle. Des traits que la société dominante actuelle ne veut pas voir apparaître ni briller. Mais dans cette vidéo, vous allez découvrir la facette de Charles qu'on ne vous a pas montrée. Et comprendre justement pourquoi les raisons même de l'impopularité de Charles III vont faire de lui un bien meilleur souverain qu'Élisabeth II. Car le profil du leader qui peut avoir un impact positif sur le monde n'est pas forcément celui qu'on veut vous faire croire. Et laissez-moi vous le prouver dans les prochaines minutes. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, alors que Charles est encore un enfant, plutôt innocent, il est déjà mal aimé et très impopulaire. Alors même qu'il est promis à devenir roi, alors même que c'est le digne successeur, c'est le prochain souverain. Ça paraît paradoxal, non? Vous allez voir que c'est complètement injuste, mais malheureusement extrêmement courant dans nos sociétés. Et vous allez peut-être vous reconnaître. Pour trouver l'explication de ce traitement, il faut revenir à l'enfance de Charles. Ça, c'est Edward. Lorsqu'il était enfant, le petit Charles avait l'habitude de l'emmener partout avec lui, et surtout en voyage avec ses parents. Il avait même l'habitude de serrer ce petit ourson contre lui pendant les rencontres officielles. Cette habitude, elle a été largement commentée et raillée par les médias. Mais ce que ça montre, c'est le côté très introverti de Charles qui avait besoin de quelque chose de familier autour de lui pour se sentir en sécurité dans ces événements où il était entouré par beaucoup de monde. Et il en a pâti toute sa vie de ce caractère. Une rumeur dit même que son père, le prince Philippe, aurait appelé son fils trop sensible, trop fragile, trop émotif, et qu'il aurait préféré qu'il soit plus dur, plus viril. Il aurait également été victime d'intimidation à l'école par d'autres enfants, qui se moquaient de ses oreilles décollées et de son poids. Sensible et peu sportif, Charles préférait sa propre compagnie et aimait peindre et dessiner. Et tout au long de sa vie, les médias auront fait des commentaires négatifs sur son manque d'enthousiasme, son manque de charisme. Dans la série Netflix The Crown, il est même montré extrêmement timide, chétif et soumis. Le gouvernement a proposé, et nous avons accepté, que vous passiez un trimestre dans leur université pour apprendre la langue. Mais... Pas de mais. Mais je suis plutôt heureux à Cambridge. Sans parler du fait que je viens d'être choisi pour un rôle extraordinaire. Je sais, mais... Pas de mais, je croyais. Mais, il arrive parfois que le devoir impose de mettre les sentiments personnels... Et les occupations anodines ...de côté. En somme, son introversion a toujours été perçue comme un obstacle à son rôle royal. C'est comme s'il n'était pas à sa place, comme si tout le monde était contre lui. Son impopularité, elle vient donc d'abord pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est face au monde, qui ne correspond pas aux attentes d'une certaine classe, aux attentes des médias, aux idées préconçues sur ce que doit être un roi de manière générale. Oui, mais voilà, Charles est un homme surprenant à bien des égards. Lorsqu'il est envoyé au Pays de Galles par sa famille dans un contexte politique difficile, il est évidemment très mal reçu par les indépendantistes gallois qui s'agitent. Mais lorsqu'à son investiture en tant que prince de Galles, il adapte une partie du discours savamment préparé pour lui, il commence à montrer quelque chose de rare. Il s'exprime en ses propres termes, avec sa propre empathie. Il montre une partie de son caractère qui ne cessera de vouloir être étouffée par ses proches et les médias, son empathie et ses émotions. Comme sa façon d'être au monde ne correspond pas aux standards royaux, et que son caractère introverti ne fait pas de lui quelqu'un d'exubérant, de très communicatif, ses actions seront proportionnellement peu mises en valeur que s'il avait été très extraverti, très populaire. Et c'est exactement pourquoi beaucoup de personnes le sous-estiment aujourd'hui. Ces personnes sont sûres qu'il échouera en tant que roi. Mais leur conviction elle est basée exclusivement sur des articles de presse, sur un ressenti, sur une opinion qui a été faite, qui a été construite. Et cette opinion elle cache beaucoup des succès de Charles. Car oui, Charles a réalisé des choses incroyables, qui montrent un caractère et une personnalité exceptionnels. Voici 3 choses que vous ne saviez pas sur l'engagement du roi d'Angleterre, mais que vous devez absolument savoir si vous voulez avoir un jugement non biaisé sur sa personne. Dans les années 70, alors que Charles est un jeune adulte, une rencontre va changer sa vie. Il rencontre le gourou sud-africain Laurens van der Post, un auteur et conseiller politique afrikaner. Il va occuper une position extrêmement influente dans le développement personnel du prince pour les années à venir. Qu'il s'agisse d'aider Charles à donner un sens à son introversion de toute une vie, ou d'initier Charles à la psychothérapie et même à l'interprétation des rêves, l'influence de Van der Post sur les valeurs nobles et pures, issues d'anciennes tribus africaines, comme la préservation de l'environnement et la sobriété, guideront Charles tout au long de sa vie. Très tôt, Charles est déjà un peu à contre-courant d'une époque qui valorise pourtant la domination, la dépravation morale. Ces valeurs couplées à sa personnalité vont orienter tous ses combats. Il se tournera très tôt vers les autres et d'abord vers les jeunes.
le prince de Galles a fondé en 1976 The Prince Trust, une organisation caritative qui a aidé plus de 950 000 jeunes au Royaume-Uni à construire leurs compétences, leur confiance et leur indépendance. Mais le prince Charles est aussi depuis longtemps un défenseur du développement durable. Il a utilisé sa notoriété pour sensibiliser les gens aux questions environnementales. Il a fondé notamment The Prince Foundation for Building Committee en 1998 pour promouvoir le développement durable au Royaume-Uni. Charles a participé à beaucoup d'initiatives pour lutter contre les changements climatiques, tels que le Rainforest Project et l'International Sustainability Unit. Mais c'est aussi un partisan de l'agriculture biologique. Il a notamment converti ses propres terres en domaine d'agriculture bio. En 1990, il fonde notamment The Duchy Originals, une ligne de produits alimentaires bio, qui est d'ailleurs devenue depuis une entreprise très prospère. Il est le parrain de plus de 400 organismes de bienfaisance et a soutenu des causes telles que l'éducation, la santé, les arts. Il a même aidé des milliers de jeunes à créer leur entreprise, et je pourrais continuer encore très longtemps comme ça. Ces causes, il les défend avec vigueur. Avec tellement de vigueur qu'il dépassera les limites qu'on essaie de lui imposer en tant que membre de la famille royale. Alors que c'est strictement proscrit, il s'est impliqué politiquement pour tenter de faire avancer les causes auxquelles il croit. Après une longue bataille juridique, le journal The Guardian a mis la main sur les célèbres Memo Spider de Charles, qui ont révélé qu'il avait fait pression sur le gouvernement sur des questions allant de la sauvegarde des poissons en voie de disparition. La pêche illégale du poisson chauve-souris de Patagonie serait une de vos priorités, car tant que ce commerce ne sera pas arrêté, il y aura peu d'espoir pour le pauvre albatros, soufflera-t-il au ministre de l'Environnement Elliot Morley. Il fera aussi des remarques sur le menu des écoles, et même sur les équipements militaires pour les troupes en Irak. Encore un exemple où nos forces armées sont appelées à accomplir une tâche extrêmement difficile, sans les ressources nécessaires, dira-t-il à Tony Blair. C'est un point important ici, puisque premièrement, il s'implique alors qu'il n'a pas le droit de s'impliquer politiquement, et deuxièmement, il s'implique sur des causes qui sont pas forcément très populaires à ce moment-là. Ça a clairement contribué à ternir son image. Sa personnalité, son introversion, ses maladresses, ses erreurs, notamment avec son mariage catastrophique avec Lady Diana, tout ça a fait que, il n'est pas très bien perçu par les Anglais. En fait, ça a permis à la presse de lui forger une image de souverain non adapté, complètement. Mais surtout à sous-estimer toutes ses qualités. Des qualités qui n'étaient pas du tout adaptées à l'époque. Oui, mais voilà, le monde il a changé. Les défis auxquels on doit répondre demandent de nouvelles solutions. Les causes que l'on doit maintenant défendre demandent un changement radical d'opinion, de valeurs, de personnalité. C'est pourquoi je suis convaincu que le temps de Charles est venu. Et c'est pas seulement parce qu'il est monté sur le trône, c'est bien plus profond que ça. Et je vais finir cette vidéo en vous expliquant pourquoi Charles sera un bien meilleur souverain que n'a jamais été Élisabeth II. L'avantage le plus évident que Charles a eu sur sa mère, c'est son temps de préparation, 73 ans. 73 ans c'est long, très long. Ce qui est un peu moins évident, c'est la capacité de Charles à avoir utilisé une certaine indépendance, un certain recul pour comprendre et s'impliquer dans le monde qui l'entoure, comme jamais sa mère n'a pu le faire. Cette immersion a permis de développer un de ses traits de caractère les plus profonds. Un trait de caractère qui le dissocie totalement de sa mère. Un trait de caractère qui manque cruellement à beaucoup de leaders. L'empathie. Mais cette empathie, elle n'est pas seulement innée au caractère de Charles, elle vient aussi de son histoire qui s'est faite dans l'adversité, dans le combat, dans le refus d'abandonner. Lui, le souverain raillé, le communicant moqué, le fils rejeté, il a pu sentir dans sa chair la douleur de ne pas être écouté, de ne pas être reconnu. Et quelle force est plus grande pour un leader que de comprendre la souffrance de son peuple, de la ressentir pour pouvoir aider à la guérir. Là où Élisabeth a toujours fait preuve de froideur, de distance, Charles a cette capacité de se connecter émotionnellement aux gens. Il est peut-être le souverain qui peut recréer du lien. Ce qui est encore plus intéressant dans cette souffrance, dans cette adversité, c'est que Charles n'a jamais abandonné. Depuis son plus jeune âge, on le moque, on le dévalorise, on le dit pas bon pour la royauté. Il aurait pu lâcher l'affaire, se la couler douce et n'être impliqué dans rien. Mais non, c'est pas sa personnalité. Sa personnalité d'introverti est de rester concentré sur ses objectifs, de travailler dur sans se laisser distraire par l'extérieur. De cette détermination, il en tire un engagement unique, un engagement dont l'Angleterre a tellement besoin. Face à une crise climatique, une crise sociale qui nous guette, nous avons besoin de leaders qui défendent des valeurs, non seulement par les mots, mais aussi par les actes. Et on l'a vu, Charles III est très impliqué dans l'écologie. Il a lui-même monté une entreprise dans ce secteur. Il utilise ses propres terres pour promouvoir une agriculture plus saine. Donc son engagement va dans le sens du monde. Là, Élisabeth reste un symbole, certes aimé, mais complètement déconnecté des défis actuels du monde. Mais vous allez me dire qu'en tant que roi d'Angleterre, Charles n'aura aucune influence, il n'aura juste qu'un rôle de représentant. Mais comme on l'a déjà vu plus tôt dans cette vidéo, Charles a déjà pris le risque de s'immiscer politiquement. Alors pensez-vous qu'il va s'arrêter quand il sera roi ? Beaucoup d'experts politiques en doutent, et mon avis, c'est qu'il continuera à trouver des moyens d'influer, de manière évidemment beaucoup moins directe, beaucoup plus cachée,
mais peut-être tout aussi puissante. Ce qui me fait dire ça, c'est notamment cette petite anecdote. En octobre 2022, le gouvernement britannique a fait savoir qu'il préférait que le roi n'assiste pas à la conférence sur le climat, la COP27 en Égypte, même s'il avait assisté à la COP26 en Écosse en 2021. Charles a obtempéré. Mais quelques jours avant la conférence, il a réuni 200 politiciens et militants pour une réception au palais de Buckingham, un acte royal de préparation au changement climatique. Je pense que ce que nous verrons à l'avenir, c'est l'expression de cette préoccupation, mais juste de manière un peu différente. Et si après tout ça, vous ne croyez toujours pas que Charles va devenir un grand roi, alors finissons cette vidéo en regardant un petit peu dans l'histoire, puisqu'il y a quelque chose qui va vous étonner. La célèbre reine Victoria avait un fils, Édouard VII. Il avait une réputation horrible, de playboy, de coureur de jupons, d'alcoolique, de fêtard, tout ce que vous voulez. Et il arrive au trône à 59 ans avec toutes ses casseroles. Autant vous dire que tout le monde pensait que ça allait être un souverain terrible. Oui, mais voilà, Édouard VII va marquer l'histoire et jouer un rôle prépondérant dans notre monde moderne. Édouard VII est celui qui a réussi à rassembler la France et l'Angleterre dans une alliance solide. Le point culminant de sa politique, c'est sa visite en France en 1903. C'est la première visite officielle d'un monarque britannique depuis des siècles. Cette visite, elle a été fondamentale, puisqu'elle a permis de jeter les bases de la future alliance franco-britannique pendant la Première Guerre mondiale. En tant que Français, on peut le remercier. Tout comme pour Charles III aujourd'hui, à l'époque, personne pensait qu'Édouard VII allait faire autant de belles choses. Pourtant, il s'est avéré être un excellent monarque. Alors si vous êtes introverti, sensible, si on vous juge à tort et que personne ne vous écoute même quand vous avez raison, faites confiance au temps. Charles a attendu 74 ans avant que son temps vienne. Patiemment, mais avec force. Vous n'aurez sûrement pas à attendre aussi longtemps. Mais quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, le temps vous donnera raison. Alors surtout, n'abandonnez jamais.